Chapitre 5. 30 jours avant la fin du monde. Seconde partie. Non, décidément, Sirius n'était pas la bonne personne pour aider Régulus. Depuis bien trop longtemps, le garçon qui se trouvait là sous ses yeux n'était qu'un inconnu. Tous les deux ne pourraient jamais se comprendre, et Sirius ne pouvait rien faire pour lui. Tout en verrouillant intérieurement toutes ses certitudes, Sirius se détourna silencieusement et s'éloigna dans l'obscurité. Et plus il s'éloignait de son frère, plus il avait l'impression de tomber. Sirius! Hé, Sirius! Sirius se réveilla en sursaut. Il mit quelques instants à réaliser qu'il ne se trouvait pas au bord du lac, mais dans son dortoir, et que la personne qui le tenait par l'épaule n'était pas son frère, mais son ami Rémus. Désolé, s'excusa ce dernier. J'avais l'impression que tu avais du mal à respirer. Sirius cligna des yeux, un peu hébété, et revint progressivement dans la réalité. Le souvenir qu'il venait de revivre avait eu lieu 1 an plus tôt, et la conversation écœurante qu'il avait surprise ce soir-là n'avait fait que confirmer tout ce qu'il pensait déjà. Ses parents étaient profondément détestables, ils se servaient de Régulus comme d'une marionnette, et ce dernier était trop idiot pour s'en rendre compte, ou trop lâche pour protester. Mais malgré la colère et l'exaspération que cela engendrait, Sirius avait décidé qu'il n'y pouvait rien. Il avait pris la ferme résolution de ne plus jamais s'en mêler et de tenter d'oublier son frère pour se consacrer à ceux qu'il considérait désormais comme sa vraie famille. James, Rémus et Peter. Depuis, la situation n'avait pas changé. Sirius continuait d'ignorer son frère, comme il le faisait depuis le début de leur scolarité. Dans des moments d'égarement, il lui arrivait parfois de l'observer en douce, sans parvenir à savoir s'il avait bel et bien intégré les mange-morts ou non. Rémus, James et Peter faisaient semblant d'ignorer l'existence de Régulus, même si son comportement étrange n'échappait à personne. Sirius s'appuya sur son coude et regarda autour de lui. Il n'avait aucune idée de l'heure qu'il était, mais Rémus et Peter étaient encore en uniforme et James était absent. « On vient de revenir de la bibliothèque », l'informa Rémus. Sirius hocha la tête et se redressa pour s'asseoir sur le bord de son lit. Il était trempé de sueur et tremblait comme une feuille. « Qu'est-ce qu'il fait froid » marmonna-t-il. Rémus s'assit à côté de lui tendit une couverture et entreprit de lui frictionner le dos. « Oui, c'est affreux » acquiesça-t-il. « Même les professeurs n'arrivent pas à chasser tous ces détraqueurs, et leur présence est en train de gâcher nos derniers moments à Poudlard. » À ces mots, un silence pesant s'installa, et Sirius se sentit envahi par une douloureuse bouffée de nostalgie. Il ne leur restait plus qu'1 mois avant de quitter Poudlard définitivement. Plus que 30 jours avant la fin du monde, de leur monde. Il balaya du regard le dortoir qui avait bercé les 7 dernières années de sa vie et sentit son cœur se serrer. Tout cela, eux 4, leurs plaisanteries incessantes, leurs escapades nocturnes sous leur forme animale, la carte du maraudeur, cela allait donc prendre fin. Bientôt, la guerre allait les engloutir, les séparer, peut-être pour toujours. En regardant Rémus et Peter, il devina qu'ils pensaient exactement à la même chose que lui, mais personne ne pensa à l'exprimer à voix haute. « Où est James ?» demanda Sirius pour faire diversion. « Je ne l'ai pas vu depuis un long moment. »« Il est sûrement avec Lily, » gloussa Peter. « Vous croyez qu'il va enfin réussir à l'embrasser ?» Sirius l'ignora. La présence des détraqueurs le rendait plus irritable qu'à l'accoutumée, et il n'avait plus l'énergie de réagir aux remarques puériles de Peter. Il se demanda si ses amis se doutaient de quoi, de qui, il avait rêvé. Si James avait été là, il l'aurait deviné immédiatement, car comme il le disait si bien, Régulus était la seule personne qui avait le pouvoir de le mettre dans cet état. « Tiens » dit Rémus en lui tendant un carré de chocolat. « Merci » soupira Sirius. Il fit fondre le chocolat dans sa bouche et se sentit un peu mieux. « Encore » l'encouragea Rémus en lui tendant un autre morceau. Sirius parvint enfin à sourire et mangea 2 autres carrés. « C'est encore mieux qu'un Patronus » dit-il avec reconnaissance. « Prends-en autant que tu le souhaites » recommanda Rémus en lui mettant la tablette entre les mains. Face à eux, Peter se dressa d'un bond, les faisant sursauter tous les deux. « Quoi encore » s'agaça Sirius. « Regardez » insista Peter. « Dehors »
Ils se tournèrent vers la fenêtre et constatèrent que l'obscurité totale qui y régnait quelques instants plus tôt avait été balayée par une puissante lumière argentée. Ils se levèrent d'un bond et s'approchèrent de leur fenêtre, mais ce qui était à l'origine de cette clarté éblouissante était caché par une tourelle du château. « Allons voir !» décida Rémus en se dirigeant vers la porte. Sirius mit ses chaussures à toute vitesse et s'élança à sa suite. Ils coururent dans les couloirs jusqu'à arriver sur l'un des balcons de Poudlard qui donnait sur le lac. Là, ils constatèrent que les détraqueurs avaient complètement disparu, ainsi que la brume glaciale qui les accompagnait. L'air s'était brusquement radouci, et pour la première fois depuis des jours, ils pouvaient admirer l'ensemble du domaine de Poudlard. Les collines verdoyantes, le saule cogneur, la cabane de Hagrid, la forêt interdite, l'immense lac qui brillait comme une grosse opale. « Comme c'est beau !» s'émerveilla Rémus. « Plus beau que jamais !» approuva Sirius. Une brise légère soufflait, ébouriffant leurs cheveux, retournant leurs cravates mal nouées. Sirius inspira l'air du soir à plein poumon, soulagé d'être débarrassé du poids qu'il avait sur la poitrine depuis plusieurs jours. Avec le sentiment d'être de plus en plus léger, il se pencha en avant et plissa les yeux pour mieux distinguer l'origine de cette clarté éblouissante qui se trouvait au-dessus de la surface du lac et le faisait étinceler de mille feux. Lorsqu'il comprit de quoi il s'agissait, toutes ses pensées désagréables s'envolèrent complètement et il éclata de rire. « James !» s'exclama Rémus, qui avait compris en même temps que lui. « C'est un génie !» s'extasia Sirius, un grand sourire aux lèvres. Une heure plus tôt, James et Lily étaient en train de discuter tous les deux sur le banc où ils avaient l'habitude de se retrouver pour échanger sur leur projet de préfets en chef. « Je n'en peux plus !» râlait Lily à propos des détraqueurs. « Je donnerais tout pour aller me promener tranquillement dans le parc, pour repousser cette atmosphère oppressante et redonner un peu de légèreté aux élèves. Je sais que les professeurs font de leur mieux avec leur patronus, mais ils sont épuisés eux aussi. » James acquiesça, songeur, tout en observant Lily à la dérobée. Depuis quelques jours, il ne cessait de penser à la manière dont leur relation avait évolué au cours de l'année. L'été précédent, ses trois amis avaient enfin réussi à le convaincre qu'il fallait impérativement changer de comportement s'il voulait coopérer avec Lily. Fini les crâneries puériles et les plaisanteries douteuses. En temps de guerre, ce comportement tapageur et arrogant n'était plus acceptable. Il fallait être digne de la confiance que Dumbledore lui accordait et bannir toutes ses mauvaises habitudes. James s'y était préparé tout l'été. Cette 7e année était aussi la dernière qu'il passerait à Poudlard, et il se devait d'être exemplaire. Avec la guerre, il était impossible de prédire ce qui se passerait une fois leur scolarité terminée. Tout ce qu'il allait faire pendant cette année serait peut-être la dernière empreinte qu'il laisserait dans ce monde. Et l'idée de perdre Lily pour de bon, sans avoir rien essayé d'autre que ses fanfaronnades idiotes et ses déclarations minables, lui était soudain apparue comme un immense gâchis. Dès la rentrée, James avait donc fait de son mieux pour se comporter en adulte. Il avait cessé de se moquer des autres élèves, de se faire remarquer à tout prix, et malgré l'attirance qu'il continuait de ressentir pour Lily, il avait mis fin à ses tentatives de séduction pour se concentrer sur les tâches difficiles qu'ils avaient à réaliser ensemble. Lily, elle, n'avait fait aucun effort pour cacher son aversion pour James. Elle s'était d'abord montrée froide et distante, parfois acerbe, puis, voyant que James avait cessé de se comporter comme un goujat et qu'il avait même de bonnes idées pour l'école, elle avait fini par baisser la garde et par apprécier son investissement dans son nouveau rôle de préfet en chef. Peu à peu, à force de se côtoyer, ils avaient commencé à parler de la guerre, de leur famille, puis d'eux-mêmes et de la manière dont ils voyaient le monde. Ainsi, James apprit que Lily avait longtemps nourri un certain ressentiment à l'égard du monde magique pour l'avoir séparée de ses proches et pour l'avoir forcée à évoluer entre deux univers qui ne communiquaient pas. Et Lily découvrit que James et ses parents avaient toujours côtoyé leurs voisins moldus aussi naturellement qu'ils avaient côtoyé des sorciers, qu'ils étaient abonnés aux journaux moldus au même titre qu'à la Gazette du Sorcier, et qu'ils les trouvaient bien plus intéressants et plus complets, et que de ce fait, ils en savaient davantage à propos des moldus que la plupart de leurs homologues sorciers. James et Lily découvrirent petit à petit qu'ils étaient d'accord sur beaucoup de choses. Pour eux, la possession de pouvoirs magiques était une grande chance, qui impliquait donc une forte responsabilité, mais n'était en aucun cas un gage de supériorité. Les moldus n'avaient pas besoin des sorciers pour vivre, comme le prétendaient les partisans de Voldemort. Avoir peur d'un nom était ridicule, etc., etc.
Quelques jours plus tôt, ils avaient eu une longue discussion à propos du comportement que James avait eu les années précédentes, des raisons qui l'avaient motivé à changer, et il en avait profité pour présenter ses excuses à Lily en bonne et due forme. Tu sais, je crois que le nouveau James me plaît, avait conclu Lily d'un air détaché. Et j'ai bien envie de lui laisser une chance. Puis elle lui avait donné une petite tape sur le genou et était partie à grands pas. Et James était resté planté là, stupéfait. Que diable avait-elle voulu dire? Parlait-elle d'amitié ou de quelque chose de plus engageant? Même après l'aide de Remus, Sirius et Peter, James n'avait pas réussi à répondre à ces impitoyables questionnements. Et alors que Lily se plaignait des détraqueurs, il mourait d'envie de lui proposer quelque chose, mais il craignait qu'elle trouve cela déplacé. Tant pis, pensa-t-il en se jetant à l'eau. Je... Je connais peut-être un moyen, dit James. Pardon? J'ai une idée qui pourrait nous permettre de nous balader un peu. Lily plissa les yeux, intriguée. Nous balader? Dumbledore a dit que c'était trop dangereux, et Rusard patrouille sans cesse autour du château pour nous empêcher d'en sortir. Rusard n'est pas un problème, assura James. Je connais un moyen d'être discret. Il est hors de question d'enfreindre le règlement, James. Nous sommes les préfets en chef. Justement, protesta-t-il avec vigueur. Avec tout ce que nous faisons pour cette école, nous avons bien le droit de nous détendre un peu. Que diraient les autres élèves, à ton avis? Et les professeurs? Tout le monde serait furieux de voir que nous avons trahi leur confiance. Bon, comme tu voudras. Mais si tu changes d'avis, sache que la petite promenade que je te propose ne comporte aucun risque. Lily eut une moue désapprobatrice, puis essaya de penser à autre chose. Mais James avait piqué sa curiosité. Elle commençait à connaître l'étendue de ses talents en matière de magie. S'il y avait bien un seul élève capable de déjouer l'étroite surveillance de Rusard, c'était certainement lui. Elle se mit à l'observer à son tour. Il faisait mine d'être absorbé dans les notes de son dernier cours. Après un an à le côtoyer, Lily savait pertinemment qu'il n'en était rien. Premièrement, il ne prenait jamais de notes. Le parchemin qu'il tenait appartenait sans doute à quelqu'un d'autre. Et deuxièmement, il était suffisamment brillant pour ne jamais avoir besoin de réviser quoi que ce soit. Oh, et puis zut, pensa Lily. La tentation de se promener était bien trop forte. Ou plutôt, la tentation de se promener avec James était bien trop forte. Dis, à propos de cette petite promenade. Attends une seconde, la coupa James en parcourant rapidement des yeux le bas de son parchemin. Voilà, j'ai terminé. Je t'écoute? Tu disais? Lily leva les yeux au ciel. Tu es incorrigible, soupira-t-elle. Je sais très bien que ce parchemin appartient à Rémus. Perdu, il est à Peter. Je suis en train de corriger son dernier devoir de métamorphose. Et crois-moi, ce n'est pas une mince affaire. James lui adressa un sourire radieux. Lily devait bien l'avouer. Il était loin d'être repoussant. Le mot attirant convenait bien mieux. Surtout depuis qu'ils avaient eu cette longue discussion quelques jours plus tôt. Alors? Non, je me demandais simplement. Cette petite promenade. Après tout, nous l'avons bien méritée, non? Le sourire de James s'élargit encore davantage, si c'était possible. Suis-moi, dit-il en se levant, frétillant d'excitation. Je vais te montrer. Il l'entraîna jusqu'à une salle de cours déserte. Là, il s'agenouilla pour fouiller dans son sac et en extirpa un morceau de tissu soyeux et argenté d'aspect très fluide. Qu'est-ce que c'est? Demanda Lily en regardant le tissu et la manière fascinante qu'il avait de refléter la lumière. James se redressa et en voyant Lily se tenir debout devant lui, sans éprouver la moindre gêne ni la moindre méfiance, il réalisa que ses efforts déployés depuis le début de l'année avaient été amplement récompensés. Il n'avait plus besoin de plaire à tout le monde. Il se sentait en paix avec lui-même, fier du chemin parcouru, et plus important encore, il se sentait digne de Lily. « James, tu m'entends ?»« Oui, pardon. C'est une cape d'invisibilité. C'est mon père qui me l'a donnée. C'est un très vieil objet. »« Une cape d'invisibilité ?» répéta Lily fascinée. « Elle est sublime. » Lily passa sa main dans le tissu et sursauta quand celle-ci devint translucide. Puis elle mit la cape sur ses épaules et constata avec émerveillement que son corps avait totalement disparu. « C'est incroyable, » murmura-t-elle. « Tu as raison, Rusard n'a aucune chance de nous repérer. Alors, on y va ?» James se dandina d'un pied sur l'autre, mal à l'aise. « C'est comme tu veux, » dit-il. «
Je je serais ravie de t'accompagner, mais si jamais tu préfères y aller avec Marlène, je pourrais vous la prêter et ne dis pas de bêtises, le coupa Lily. C'est ta cape, après tout. Allez, viens. James se glissa sous la cape, et ainsi, côte à côte, épaule contre épaule, ils sortirent de la salle de cours, cheminèrent dans les couloirs et sortirent dans le parc, tous les deux ravis. L'après-midi touchait à sa fin, mais la nuit avait déjà commencé à tomber, et avec la brume glaciale qui entourait le domaine, on n'y voyait pas grand-chose. C'est incroyable, murmura Lily en admirant le paysage à travers la cape. Je comprends maintenant comment vous arriviez à faire toutes ces plaisanteries sans jamais vous faire attraper. Elle embrassa du regard la silhouette du château qui se découpait dans le ciel, puis celle du saule-cogneur et la surface obscure du lac noir qui se perdait dans la brume. Allons près du lac, décida-t-elle. Ah, ça fait du bien de respirer un peu. Je n'en pouvais plus d'être cloîtrée à l'intérieur du château. James ne répondit rien. Il était trop heureux pour parler, et la situation ne s'arrangea pas pendant qu'il descendait la pente boueuse, puisque Lily s'agrippa à son bras pour ne pas tomber et y resta cramponnée jusqu'à ce qu'ils atteignent la berge du lac. Là, abrités des regards par un énorme bloc de pierre, ils se débarrassèrent de la cape, mais Lily resta suspendue au bras de James. « Il fait de plus en plus froid », fit-elle remarquer en scrutant la brume épaisse qui s'enroulait autour d'eux. « On s'approche des limites du domaine. Ces maudits détraqueurs doivent être nombreux. » Et en effet, James ressentait nettement leur présence. Une boule d'angoisse et de tristesse essayait de se former au creux de son estomac. Mais heureusement, la main de Lily serrée autour de son bras l'en empêchait. « Regarde !» dit-elle en lui montrant le ciel. James leva les yeux et fut saisi à son tour par un spectacle d'une grande beauté. Au-dessus du lac, une trouée argentée venait de s'ouvrir dans la brume formée par les détraqueurs, éclairant d'une puissante lueur leur silhouette macabre. À l'origine de ce faisceau de lumière, un grand oiseau argenté virevoltait gracieusement dans les airs, repoussant momentanément les détraqueurs qui se trouvaient sur son passage. « Un patronus !» murmura James émerveillé. « C'est un phénix !» reconnut Lily. « Ce doit être celui de Dumbledore. C'est la première fois que je vois un patronus d'aussi près. » Son visage était éclairé par la lumière argentée qui balayait les environs. Son regard croisa celui de James, et ils eurent la même idée au même instant. « Tu crois que Dumbledore appréciera sûrement le coup de main ?» assura James, revigoré par la perspective de s'essayer à un nouveau sortilège. « Tu penses que nous en sommes capables ?»« Certain. Allez, tu commences ?» Lily hésita une fraction de seconde, puis sortit sa baguette. « Ce serait incroyable !» murmura-t-elle en la tournant entre ses mains. Elle réfléchit encore un peu, puis tendit sa baguette devant elle. « Spero patronum !» articula-t-elle distinctement. Des volutes argentées jaillirent aussitôt de l'extrémité de sa baguette. Elles tournoyèrent quelques instants dans les airs, puis s'évanouirent dans l'obscurité. Loin de se décourager, Lily ferma les yeux et recommença. Cette fois-ci, les volutes argentées qui apparurent étaient plus denses, plus vives, presque éblouissantes. Elles tournoyèrent un peu plus longtemps, mais au moment où elles s'agrégeaient entre elles pour prendre la forme d'un animal, une bourrasque les dispersa et elles s'éteignirent à nouveau. « Tu y es presque !» l'encouragea James. Concentrée, Lily hocha la tête et recommença une troisième fois. Les volutes argentées jaillirent de sa baguette avec force, tourbillonnèrent dans le vent, se rapprochèrent de la surface du lac. « Allez !» chuchota James. Il se demanda furtivement quel animal était sur le point d'apparaître, mais cette question fut aussitôt balayée par sa réponse, tout à fait limpide. « Une biche !» s'exclama-t-il, sans pouvoir s'en empêcher. Et au moment où il prononçait ces mots, le patronus prit corps. Les volutes se stabilisèrent, s'agrégèrent pour former une forme grossière, puis de plus en plus détaillée et de plus en plus lumineuse. Ils distinguèrent rapidement une tête allongée, un museau, 2 grandes oreilles, puis 4 pattes pourvues de sabots et un corps gracieux terminé par une petite queue. « Une biche !» répéta Lily. « Elle est adorable !» Elle souriait, émerveillée. Devant eux, la biche s'était mise en mouvement. Elle fit quelques pas comme si la surface du lac était solide. Elle regarda autour d'elle, constata que le patronus de Dumbledore s'était éloigné
et que de nombreux détraqueurs s'étaient de nouveau rassemblés autour du domaine. Voyant cela, le Patronus se mit à trotter, puis à galoper au-dessus de l'eau. Les ondes argentées qui émanaient d'elle, au rythme de sa foulée, repoussaient au loin les détraqueurs et faisaient étinceler la surface du lac. La brume glaciale qui les enveloppait s'évapora, laissant place aux senteurs agréables de la nature environnante. Derrière eux, dans le château, plusieurs élèves s'étaient approchés des fenêtres pour admirer ce spectacle réconfortant, et James et Lily durent se rapprocher du gros rocher qui les abritait pour rester hors de vue. Alors, James ne savait pas quoi dire. Depuis qu'il s'était glissé sous la cape d'invisibilité avec Lily, il ne parvenait plus à réfléchir. Il se trouvait dans un rêve. Il n'y avait pas d'autre explication possible. Tout cela ne pouvait pas être réel. Le bras de Lily autour du sien, son visage souriant, ses yeux verts qui se plongeaient dans les siens, ce Patronus qui brillait de mille feux. Dans son esprit, différentes voix s'affrontaient, criant des dizaines d'ordres contradictoires, allant d'embrasse-la à pars en courant, formant un brouhaha absolument inintelligible. Face à lui, Lily attendait visiblement qu'il dise quelque chose. « Allez !» le houspilla l'une des voix qui se chamaillait dans sa tête. « Félicite-la !»« J'adore les biches !» bredouilla James. Lily eut l'air étonnée, puis éclata de rire. « Comment as-tu deviné quel animal ce serait ?» demanda-t-elle. « Je ne savais pas moi-même ce qui allait apparaître. »« C'est parce que je sais quel est mon Patronus et... »« Tu en as déjà réussi un ?»« Non, c'est un peu plus compliqué que ça. Tu verras, » dit James en sortant sa baguette. Il n'eut même pas besoin de réfléchir à un souvenir heureux. Il baignait déjà dans une plénitude qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Il avait grandi, changé, mûri. Ses amis et ses parents étaient fiers de lui. Lily ne le méprisait plus. Il se sentait apaisé et confiant. Il était prêt. « Spero patronum », dit-il à son tour. Des volutes argentées, identiques à celles qui avaient jailli de la baguette de Lily, jaillirent de la sienne. De la même manière, elles virevoltèrent gracieusement dans les airs et se rapprochèrent de la surface du lac. Plus loin, le Patronus de Lily avait interrompu sa course pour observer le nouvel animal qui était en train de se former. Rapidement, on distingua 4 pattes reliées à un corps élancé, puis une tête allongée, un museau, 2 oreilles. Pendant un court instant, le deuxième Patronus fut semblable au premier. Puis 2 cornes argentées poussèrent sur sa tête et se ramifièrent pour former 2 bois majestueux. Ainsi entièrement formé, le cerf s'inclina profondément devant la biche qui le regardait avec intérêt. « Bien sûr, » murmura Lily. Le cerf se redressa et les 2 Patronus se firent face. Lentement, à petits pas, ils s'avancèrent l'un vers l'autre, et plus ils se rapprochaient, plus leur scintillement s'intensifiait. Lorsqu'ils se rejoignirent au milieu du lac, leur éclat devint si éblouissant que James dut plisser les yeux pour continuer à les regarder. Les 2 Patronus s'inclinèrent jusqu'à ce que leurs fronts se touchent, se frottèrent l'un contre l'autre avec tendresse, puis ils se détachèrent, s'ébrouèrent un peu et s'élancèrent côte à côte en décrivant de larges cercles dans le ciel, tous 2 étincelants de 1000 feux. James et Lily entendirent quelques applaudissements provenant du château. Les élèves devaient apprécier le spectacle, même s'ils ne savaient pas qui en étaient les auteurs. Lorsque James se tourna enfin vers Lily, il s'aperçut qu'elle le regardait avec insistance. Elle semblait de nouveau attendre quelque chose. Mais quoi donc? Voyant qu'il restait perplexe, Lily leva les yeux au ciel. « Ah, James Potter, » soupira-t-elle, « tu es l'une des personnes les plus intelligentes que je connaisse, et tu n'es pas capable de comprendre ce que tout cela signifie ?» James sursauta. Sirène, alarme, panique à bord. Il avait peut-être une idée, bien sûr, mais... Et s'il se trompait? Eh bien... Il n'avait jamais bredouillé de la sorte. Son cœur ne savait plus comment battre correctement, et son cerveau devait ressembler à une soupe de magma en fusion. Mais bizarrement, c'était plutôt agréable. En face de lui, Lily souriait toujours. « Embrasse-la, triple idiot !» dirent en chœur les voix de Sirius, Rémus et Peter en son fort intérieur. James hocha la tête, incapable de prononcer le moindre mot. Et de peur que Lily ne s'impatiente, il se pencha vers elle et ils s'embrassèrent avec une maladresse incroyable et un ravissement qui balayait tout le reste.
Au moment où ils s'enlacèrent, il leur sembla que la lumière argentée des Patronus s'intensifiait encore davantage. Ou peut-être était-ce leur propre bonheur qui les illuminait de l'intérieur. Lorsque James et Lily regagnèrent leur dortoir main dans la main, la nuit était tombée depuis plusieurs heures. Ils se séparèrent dans la salle commune, en essayant de contenir leurs éclats de rire euphoriques, et James remonta vers son dortoir en essayant de maîtriser les tremblements de ses mains. Lorsqu'il ouvrit la porte, James ne remarqua même pas ses trois amis endormis sur le tapis, rassemblés autour d'une lanterne qui éclairait la carte du maraudeur. Au grincement de la porte, Sirius ouvrit un œil et se redressa en passant une main dans ses cheveux bouclés. « James, dit-il d'une voix ensommeillée, c'est toi ?» Sans répondre, James se débarrassa de sa cape d'invisibilité et fit quelques pas à l'intérieur de la chambre en chantonnant, vacillant légèrement sur ses jambes. « Regardez-moi ça !» s'exclama Sirius en réveillant Rémus et Peter. « Il ne tient même pas debout. »« Oh !» sursauta James. « Vous êtes là !» Rémus et Peter se redressèrent vivement, soudain tout à fait éveillés. « Alors ?» demanda timidement Peter. Sirius enchaîna. « C'est Patronus. Est-ce que ça signifie ce que je pense ?» Face à ses trois amis, James eut un petit rire nerveux. « Je pourrais faire apparaître 1000 Patronus, » dit-il en s'affalant sur son lit. Un court silence s'ensuivit, rapidement interrompu par des exclamations surexcitées. « James, oh James !» aboya Sirius en se jetant sur lui. « Chut, elle va vous entendre depuis le dortoir des filles. Tant pis, raconte !»« Demain, » dit James en faisant mine de vouloir s'endormir. « Je suis épuisé. Et… » « Hors de question, » répliqua Sirius. « On t'attend depuis des heures. Allez, assieds-toi. »« très bien, si vous insistez. » La fin de leur 7e année se déroula comme dans un rêve. Malgré les nouvelles inquiétantes rapportées chaque jour par la Gazette du Sorcier, la nouvelle relation entre James et Lily apporta un souffle d'espoir et de gaieté sur l'école de Poudlard. Les élèves étaient moins moroses, et nombreux étaient ceux qui promettaient de les rejoindre dans la lutte dès la fin de leur scolarité. Les liens qui unissaient Lily et James se consolidèrent, et leurs actions au sein de l'école n'en furent que plus efficaces. Ils n'avaient toujours pas réalisé que l'année touchait à sa fin lorsque le dernier jour arriva. Et tous les élèves de 7e année durent faire leurs valises pour la dernière fois. Laissant Lily avancer avec son amie Marlène jusqu'au Poudlard Express, James, Sirius, Rémus et Peter s'arrêtèrent tous les quatre sur le chemin qui menait à Préolard. De là où ils se trouvaient, ils avaient une vue imprenable sur le château majestueux, sur le lac et sur le reste du domaine. « Quelle année, mes amis !» soupira James. « Quelles années, tu veux dire ?» corrigea Sirius. Tous les autres élèves se trouvaient déjà sur le quai du Poudlard Express, mais ils s'étaient accordé un dernier face-à-face avec le lieu qui avait bercé leurs rêves et leur précieuse amitié. « À propos de quoi discutiez-vous tout à l'heure avec Lily ?» demanda Rémus à James. Votre discussion semblait un peu animée. Rien de grave. Elle tenait absolument à offrir un cadeau au professeur Slughorn, marmonna James. Un petit bocal avec un pétale enchanté. Et je ne supporte pas ce gros plein de soupe opportuniste. Moi non plus, renchérit Sirius. Il sait très bien que la plupart des membres de son club sont de futurs mange-morts, et il continue à les vénérer comme si de rien n'était. Ça me met hors de moi. Le prénom de Régulus s'imposa dans leurs quatre esprits, mais personne n'osa le prononcer. Lily espère que ce cadeau lui rappellera qu'il a encore sa place dans la résistance, expliqua James, sans chercher à masquer son scepticisme. Mais, si vous voulez mon avis, il n'y a plus aucune miette de courage en lui. Ne parlons plus du professeur Slughorn, supplia Peter. Je ne veux pas penser à son énorme ventre. Il te fait peur ? Fais attention, tu auras bientôt le même, rit Sirius en lui donnant une tape dans le dos. Peter lui jeta un regard noir auquel Sirius ne prêta aucune attention. Vous allez me manquer, les amis, déclara Rémus. On se reverra vite, assura James. Maugrey et Clering ont déjà prévu une première réunion pour les nouvelles recrues, dans quelques jours à peine. Tant mieux. Vous n'avez rien oublié ? Qui a la carte ? Rusard nous l'a confisquée la semaine dernière, rappelle-toi, dit Sirius, quand nous avons voulu déposer un cadeau d'adieu sur son bureau. Et vous ne l'avez pas récupéré ? Nous n'avons pas eu le temps.
Rémus haussa les sourcils, surpris. Alors, la carte reste ici? À vrai dire, je n'en suis pas mécontent, tempéra James. Après tout, c'est à ce lieu qu'elle appartient. Je suis certain que quelqu'un la trouvera, et croyez-moi, ce sera forcément quelqu'un qui passe beaucoup de temps dans le bureau de Rusard. Rémus finit par approuver, et les 4 garçons prirent quelques instants pour détailler pour la dernière fois la silhouette du château, pour inscrire dans leur mémoire chacune de ses fenêtres et de ses tourelles. Vous savez, nous n'avons aucune raison de nous inquiéter, affirma James, comme s'il lisait dans les pensées de ses amis. Tant que nous restons soudés tous les 4, nous n'avons rien à craindre. J'espère que tu dis vrai, soupira Rémus. On reviendra ici, promit James, quand le monde sera de nouveau en paix. Rémus sera le meilleur des professeurs. Moi, bien évidemment, je serai le directeur. Peter, tu seras le garde-chasse. Et Sirius, je te verrai bien remplacer Rusard. Ça vous dirait? Ce serait incroyable, rit Sirius. Je ferai des copies de la carte du maraudeur pour les distribuer aux élèves de Gryffondor, et je leur donnerai des points pour leurs farces les plus inventives. Tous les 4 échangèrent des sourires nostalgiques, et James les entoura de ses bras en leur ébouriffant les cheveux. Au loin, un bruit mécanique leur indiqua que le Poudlard Express arrivait à quai, prêt à les arracher à ce lieu qu'ils chérissaient tant. « Allez, dit James, il est temps. » Sirius approuva et prit doucement Rémus par le bras pour l'aider à détacher son regard du château. À regret, ils se détournèrent tous les 4, et pour la dernière fois de leur existence, ils parcoururent côte à côte le chemin qui reliait le château de Poudlard au village de Préolard.